En fait, ça marchait, mais je me rendais pas compte qu'en fait, ce que je faisais, c'était des logos clichés. Voilà, il fallait que ce soit la bonne idée, plus que le bon design. Voilà, pour moi, c'était plus 80% d'idée que 20% de design. Et voilà, les clients me disent oui, c'est super, c'est bien, mais moi, voilà, je n'étais pas non plus hyper convaincu par ce que je faisais, quoi. Il y a souvent ce truc-là, c'est à l'intérieur de nous, on sent qu'il y a un truc qui va pas et le client va pas forcément nous le dire. Parfois, il nous le dit, ça fait mal, mais c'est peut-être la meilleure des choses qu'il puisse faire. Et puis parfois, on reste là-dedans, puis on vivote dans cet univers-là et puis on se rend pas bien compte. On en parlait juste avant notre échange. Et quelque part, c'est bien que tu aies ressenti cet inconfort quelque part en toi, puisse te faire ressentir suffisamment pour que tu puisses te dire, ok, il faut que j'aille me former. Bienvenue chers designers, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle étude de cas. Nous sommes avec Paul Alexandre qui a suivi la formation Logo Maker Skills. Paul Alexandre va nous donner son retour d'expérience, il va nous dire un petit peu son parcours, là où est-ce qu'il en est un petit peu dans son activité de designer, qu'est-ce qu'il projette plus tard, et puis on va revenir aussi sur quelques éléments techniques de la formation, des éléments techniques qui vont vous permettre d'acquérir, de comprendre des éléments pointus, très pointus que nombre de designers n'utilisent pas dans leur activité et qui font toute la différence en termes de création de logotypes, en termes de création typographique aussi. Paul Alexandre va commencer par se présenter, on viendra plus tard dans cette étude de cas, dans ces éléments très techniques, on va aller dans Illustrator directement pour que vous puissiez voir tout ça. Salut Paul Alexandre. Salut Laurent. Je te laisse te présenter une petite seconde pour que nos designers puissent s'identifier, savoir peut-être est-ce qu'ils sont comme toi, est-ce qu'ils sont dans le même environnement que toi. Ok. Alors, moi, en fait, j'ai un parcours assez orienté design. Donc, j'ai fait un bac pro métier d'art. Ensuite, j'ai fait un BTS communication visuelle, donc avec option édition, graphisme et publicité. Ensuite, je me suis formé dans le web design. Et après, j'ai commencé à travailler. Voilà, donc j'ai fait des sites web, j'ai créé des dépliants, des affiches, des flyers, des logos. Donc voilà, j'ai vraiment baigné dans le design depuis pas mal de temps et maintenant je suis auto-entrepreneur, donc depuis 1 an. Okay. Et on va dire que mon expérience professionnelle, c'est à peu près, j'en suis à peu près à 6 ans, quoi. Ok, d'accord. Donc ça fait 6 ans que tu baignes dans le design graphique. Qu'est-ce qui a été le déclic finalement pour te dire j'ai quand même besoin d'approfondir cette partie-là en termes de création de logotypes? C'est le fait d'être auto-entrepreneur. Je me suis dit, voilà, maintenant je suis tout seul, je suis plus en équipe, faut que je me lance. Et en fait, le déclic, c'est un peu la création de mon logo. Donc j'ai fait quelques recherches, tout ça, et je trouvais pas. Impossible de trouver vraiment la bonne idée, le bon design, quoi que ce soit. Non, ça allait pas. Et en fait, je suis tombé sur un de tes webinaires. Donc, je crois que ça devait être sur Instagram. Et je sais pas, j'étais intrigué. Puis voilà, maintenant j'en suis là. D'accord, super. Qu'est-ce que tu avais fait jusque-là en termes de création de logotypes qui n'a pas marché? Qu'est-ce que ça a pu te coûter en temps, en argent, en énergie, en frustration par rapport à ce manque que tu pouvais avoir au niveau de la création de logo? En fait, ça marchait, mais je me rendais pas compte qu'en fait, ce que je faisais, c'était des logos clichés. Voilà, donc avec vraiment, voilà. En fait, j'étais vraiment dans, voilà, il fallait que ce soit la bonne idée. Plus que le bon design. Voilà. Pour moi, c'était plus 80% d'idées que 20% de design. Et voilà, les clients me disent oui, c'est super, c'est bien, mais moi, voilà, je n'étais pas non plus hyper convaincu par ce que je faisais, quoi. Il y a souvent ce truc-là, c'est à l'intérieur de nous, on sent qu'il y a un truc qui va pas et le client va pas forcément nous le dire. Parfois, il nous le dit, ça fait mal, mais c'est peut-être la meilleure des choses qu'il puisse faire. Et puis parfois, on reste là-dedans, puis on vivote dans cet univers-là, et puis on se rend pas bien compte. On en parlait juste avant notre échange. Et quelque part, c'est bien que tu aies ressenti cet inconfort quelque part en toi, puisse te faire ressentir suffisamment pour que tu puisses te dire, ok, il faut que j'aille me former. Ça, c'est top. Et le problème aussi, c'est que
Par exemple, dans mes études, aucun de mes professeurs me disait bah non, c'est cliché. J'ai jamais eu de retour comme ça. Donc, c'est un peu dommage. C'est ce que je reproche aussi un peu à l'éducation nationale, hein, en gros, on va dire. C'est que finalement, j'ai pas vu de gens comme toi, en fait, qui me disent bah non, c'est cliché, ça va pas. Enfin, tout ce que tu nous as appris dans la formation. Alors, tout ce qui est, on va dire, théorique, donc Gestalt, tout ça, je voyais, j'avais quelques connaissances. Mais à partir d'un certain point, je me dis, ah ouais, mais alors là, par contre, j'ai jamais appris ça non plus. Voilà. Donc, ouais, ça fait une sacrée différence quand même. La réalité, c'est que l'éducation nationale, elle a des référentiels et les écoles ont des référentiels qu'ils doivent suivre. Et puis, il faut absolument que ce qu'on apprend dans le référentiel, ça puisse être facilement assimilable et qu'on puisse du coup aussi avoir des quotas, des taux de réussite quand même intéressants. Donc, on va pas non plus trop vous mettre de bâton dans les roues non plus, quoi. Bah, on peut en parler hein, de ça. Hein. D'ailleurs, j'ai pas eu mon diplôme de BTS. Le pourcentage de réussite, c'est 30%. Donc voilà, même ça, je trouve que bon. Et pourtant, toi, ce que tu nous apprends, bon, moi, j'ai pu l'apprendre très facilement. Hein, donc après, je sais pas, peut-être que j'avais des facilités aussi, mais voilà. Donc si tous les gens pouvaient enseigner comme toi, ce serait bien. Alors qu'en réalité, il manque pas grand-chose. Surtout quand toi, tu as ce background-là, parce que moi, je suis passé par les mêmes études que toi. Pareil, dans la classe, on était 2 à l'avoir. Bon, j'étais dedans, j'ai tout donné. Bravo. Mais clairement, je me rendais compte que ce que moi j'apprenais, parce que j'avais aussi un background, j'avais aussi fait un CAP, un bac professionnel. Donc moi, ça faisait, quand je suis rentré en BTS, si tu veux, ça faisait déjà 2, 4, ça faisait déjà 4 ans que je baignais dedans. Et j'avais fait une année dans une entreprise. Donc, quand je suis rentré en BTS, ça faisait déjà 5 ans que je travaillais là-dedans. Donc, j'ai rajouté 2 ans de plus. Donc, quelque part, je me retrouvais avec des gens qui étaient en BTS qui, eux, rentraient dans ce cursus-là, parce qu'ils avaient fait peut-être de l'art plastique avant, des choses très plus généralistes. Et ces gens-là, finalement, il manquait tout ce background derrière et tous ces éléments, quoi. Mais par contre, s'ils arrivaient dans le monde du travail avec exactement au même moment que moi, mais sans avoir fait les 5 années derrière. Et ça ne veut pas dire qu'il faut 5 années de plus. Ça veut juste dire qu'il faut, et tu l'as vu, la formation, elle ne dure pas 5 ans, hein, elle peut se faire en 3 mois maximum, ou elle peut se faire même en 6 semaines, en fonction de l'étalement des coachings qu'on choisit. Ça veut dire que c'est juste qu'il faut approfondir une chose. On n'approfondit pas suffisamment, et c'est le problème. Et c'est ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand on veut aller plus loin, et même dans votre activité designer, pour ceux qui nous regardent, vous avez cette capacité aujourd'hui à toucher beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce qu'on a les réseaux sociaux, parce qu'on peut même faire de la publicité Facebook, on peut faire plein de choses qui nous permettent de toucher un panel très large de personnes. Et le fait de toucher un panel large de personnes permet de se spécialiser, parce que quand on se spécialise, naturellement, il y a moins de personnes sur un marché. Un marché de niche, comme on l'exprime, c'est une niche. Mais on peut se dire, si je fais que ça, que je touche que ce nombre de personnes-là, je vais pas avoir assez de monde. Mais si, parce qu'on a la capacité à se faire connaître sur un panel beaucoup plus large. Donc, si le panel est plus large, dans ce panel plus large, on peut toucher un marché de niche sans problème. Donc on se spécialise, c'est ce qui permettra d'augmenter nos revenus, notre savoir-faire, notre confiance en nous aussi à pouvoir vendre une prestation de qualité parce qu'on n'aura plus de doute sur le sujet. Voilà. On va rentrer un peu en détail, je vais faire un petit partage d'écran sur ce que tu as fait dans la formation et notamment, on va commencer par ici, tiens, tu vois, on va regarder, tu as commencé, tu es parti par des recherches, ok. Là, à ce moment-là de la formation, quand on est là, à faire ces recherches-là, comment tu ressens le sujet ? Comment est-ce que tu te dis, comment est-ce que je vais avancer ? Où est-ce que tu en es à ce moment-là de la formation, quand je monte ces recherches-là ? Alors là, sur cette méthode, alors c'est vrai que chacun après sa méthode, hein, mais moi je commence plus sur le travail typographique. J'essaie de trouver vraiment une typo qui correspond plus à ma personnalité. Bon là j'ai cherché un peu avec des empattements, donc c'est pas trop ma personnalité, mais je voulais quand même essayer. Je me suis dit bon, ouais. on peut toujours voir, hein, mais voilà. Donc
Après, en fait, j'ai juste appliqué ta méthode, hein, D'accord. méthode de Rosas, tout ça. Je cherche une lettre en spécifique. Après, l'avantage, c'est que mon nom d'entreprise a des lettres assez spécifiques, le P, le W, et il y a aussi une dynamique assez unique. C'est le A, le W, le A. Donc voilà, il y a beaucoup de diagonales quand même. Exactement, et c'est ce qui permet aussi déjà de créer de l'unicité dans le logotype, ne serait-ce que par sa typographie en elle-même. Juste pour récapituler, pour ceux qui nous regardent, Paul Alexandre a utilisé la formation pour créer son propre logotype. Et ça, c'est tellement important aussi. Nombre de designers se disent que, en montrant qu'on fait des logos, les personnes vont dire que c'est OK. Il faut pas montrer, il faut pas dire, il faut démontrer. Et quand on communique, même le design est là pour ça. C'est-à-dire que le ton est plus important que ce que l'on dit ou que ce que l'on montre, que ce que l'on fait croire en fait. Et les clients qui viennent me voir à OSB Communication, ils veulent faire des logos avec nous parce qu'ils aiment déjà le logotype de OSB Communication. Donc, travaillez aussi en profondeur sur votre logotype. Ce que vous êtes, ce que vous représentez aux yeux de la personne en face est tout aussi important que ce que vous allez dire dans votre site internet, voire même plus important que ce que vous allez dire dans votre site internet. D'accord ? C'est la première preuve déjà de votre savoir-faire. Donc, et c'est très très compliqué. Donc, pour ceux qui veulent le faire, c'est important de se dire, on peut faire aussi son logo dans la formation. C'est ce qu'a fait Paul Alexandre très judicieusement parce que son objectif ensuite, c'est potentiellement de se lancer en freelance plus tard. Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant ? La question, c'est pourquoi est-ce qu'on passe de ces états-là à ces états-là ? Pourquoi est-ce que tu choisis finalement de faire une piste, par exemple comme celle-ci ou comme celle-là, aussi épurée soit-elle, ok. Quel est le truc à savoir pour les designers qui nous regardent en termes de typographie ? Pourquoi est-ce que tu as associé cette typographie-là ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas tout simplement pris, on se dit ça peut fonctionner, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait tout simplement, on va le faire là. Hop, je récupère ça, et je le colle, je le mets à côté. Boum. Ok, ça fait un super logo. Pourquoi est-ce que ça marche pas ou moins ? Moi, je trouve que là, ça fait les W comme ça fait un peu du carrelage. Donc ça fait, je sais pas, moi, tout de suite, ça me donne un côté luxueux, quoi. Ok. Et qui, potentiellement, ne fonctionnerait pas avec cette typographie-là. Oui, complètement. Oui, c'est vrai que là, il y a du fin, du épais, alors que la typo à côté est plutôt linéaire et avec des petits côtés arrondis, alors que le sigle est complètement, est plus pointu, quoi. Ok. Donc ça, vous voyez, c'est un des premiers trucs, un des premiers réflexes. La typographie doit avoir les mêmes finitions graphiques que le symbole. Et ça, j'en parle dans le webinaire à la fin. C'est important pour vous, vous encriez ça. Deuxième point super important, c'est les épaisseurs et les rapports de masse. Là, on a des épaisseurs et des finitions qu'on ne retrouve pas à l'intérieur du symbole. Une densité visuelle qu'on ne retrouve pas. C'est vraiment la dernière chose que je vous dirais là-dedans. Travaillez là-dessus pour ceux qui ne peuvent pas rejoindre la formation. Déjà, vous allez faire des progrès énormes. Et naturellement, je vous donne toutes les clés pour justement ajuster ces rapports de masse dans la formation. Paul Alexandre, je vais revenir aussi sur un logotype que tu as fait, sur ton logotype qui a été finalisé, sur ce travail typographique. Est-ce que tu aurais osé travailler uniquement sur la typographie comme ça avant de rentrer dans la formation ? Peut-être, mais à 10%, quoi. Même pas, peut-être à 5%. D'accord. De toute façon, si j'en suis arrivé là, c'est grâce au coaching. Hein. Le coaching t'a permis d'avancer ? Oui, je me souviens, je crois que c'est peut-être le premier ou deuxième coaching. Tu m'as dit, tu avais vu j'ai parlé du logo Vaio et tu m'as dit, tiens, il y a un truc intéressant à faire, tu devrais travailler là-dessus. Et voilà, j'en suis arrivé là, quoi. Sinon, je ne sais même pas si je l'aurais fait, en fait, celui-là. D'accord. Donc, il y a toujours des fois des choses dans notre recherche qui vont nous amener à d'autres pistes. Et c'est en cela, justement, qu'on peut arriver à avancer. C'est pas en cherchant dans sa tête la bonne idée, cette espèce de syndrome de la bonne idée, qui finalement, pour moi, n'est que la cerise sur le gâteau, ou voire même, parfois, la bonne idée, elle est uniquement liée à l'aspect design. Et très souvent, on se rend compte que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas le choix de la représentation, mais c'est comment est-ce qu'on représente les choses qui ont du poids et qui ont du sens. J'aimerais te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu fais maintenant désormais différemment quand tu abordes la création de logotypes ?
ce que je fais différemment, je pense que je pose beaucoup plus de questions aux clients déjà, je pense. Mhm. J'essaie vraiment d'être plus précis dans les demandes pour voir un peu ce que voudrait le client. Après, bien sûr, c'est toujours au designer de décider, hein. C'est nous les experts, pas le client. Mais rien que ça, déjà, voilà, juste le fait de discuter avec le client, de voir un peu son univers, qu'est-ce qu'il voudrait donner comme image. Voilà, ça je pense que ça devrait pas mal changer mon état d'esprit. Et une chose que tu nous as pas mal dite aussi, c'est de surtout ne pas oublier qui est le client final, quoi. Très important. Ça, c'est sûr, faut pas que je l'oublie. Faut pas que je fasse un logo qui plaise à l'entreprise que je vais... à l'entreprise, il faut que je fasse un logo qui plaise aux clients qui vont acheter dans l'entreprise ou alors leur produit ou quoi que ce soit d'autre, quoi. Exactement. Le logotype a toujours une fonction marketing de toute façon. Il est là pour convaincre des personnes émotionnellement à passer à l'action. Donc, il n'est pas là pour convaincre le directeur général de l'entreprise, bien que oui, ça fait partie de notre job aussi, mais ça fait partie de notre job aussi de les éduquer à ça et de leur faire comprendre qu'on n'est pas Valérie Damido, et qu'on n'est pas là pour faire un truc joli, juste joli et qui lui plaît. Et que s'il veut du rouge, il faudrait valider quand même que ses clients aussi veulent du rouge dans l'approche. Donc, c'est important que tu soulèves et c'est super bien. Est-ce qu'il y a un petit tips graphique que tu retiens de cette formation? Les blancs relient, les blancs séparent. Ouais, carrément. Carrément. Ça, c'est super important. Les blancs relient, les blancs séparent. Ceux qui veulent en savoir plus sur ça, c'est une base de graphisme. Ceux qui l'ont compris tout de suite, tant mieux. Ceux qui ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire, c'est juste qu'il y a des masses, il y a des formes. Quand on travaille un logotype, tous les éléments doivent être considérés comme des formes. Et quand vous faites un puzzle, qu'est-ce qui fait qu'un puzzle marche? Parce qu'on a rapproché les formes entre elles, et les formes qui sont plus loin ne fonctionnent pas entre elles. C'est aussi simple soit-il, mais est-ce que vous l'appliquez vraiment dans vos créations de logotypes? Ce sont des préceptes qui sont basés sur les théories de Gestalt. Il faut savoir les connaître, il faut savoir les apprendre, il faut savoir les appliquer. Et tout ça, on le fait dans la formation. C'est quoi la différence entre Paul-Alexandre avant la formation et Paul-Alexandre après la formation? Qu'est-ce qui a changé en toi dans ton approche du design de logotype? C'est fini le cliché. Ça, c'est clair. Ouais. C'est la fin. on bannit le cliché, quoi. Ça ah oui, complètement. Ok. Et je voulais dire aussi un truc que tu disais aussi, c'est voilà, faut vraiment pas hésiter à faire. Et pas, de toute façon, c'est ce qu'on me disait aussi souvent au lycée, hein, trop de réflexion tue l'action. Donc, il faut absolument faire. Juste, je sais pas, pour ce logo-là, voilà, j'ai fait un rond, j'ai coupé un quart de cercle, j'ai fait ressortir le quart de cercle dans un autre sens pour faire le P, et puis voilà, j'avais mon logo. Hein. Je l'ai retourné, ça fait un A, je l'ai dupliqué, ça fait un W, et puis voilà, hein, c'est en 3-4 mouvements, c'est fait. Et c'est pas, pourtant, ça n'a pas l'air dingue comme idée, mais je trouve que ça le fait, quoi. Juste une forme qui est dupliquée. Je trouve ça me plaît, c'est intelligent, c'est dans mon esprit, c'est monochrome, voilà, pour moi c'est propre, c'est subtil, intelligent et ça me plaît. Et tu vas attirer des personnes à toi qui vont résonner avec ce genre de design, sinon ceux qui n'aiment pas ne vont pas appeler Paul-Alexandre. Du coup, déjà, tu fais un pré-ciblage des personnes avec lesquelles tu veux travailler et tu fais un pré-ciblage du coup de la dimension artistique que va pouvoir avoir ton futur client. Et ça, c'est top quand on travaille des clients qui sont sur la même longueur d'onde que nous-mêmes. Donc, pensez vraiment aussi à votre logotype, c'est tellement important. Pensez à ça, parce qu'il va vous apporter des clients qui résonnent avec ce design-là, quoi. Et si vous aimez votre logotype, vous allez aimer travailler avec les clients qui vont venir à vous. Et ça apporte du bonheur quand même. Ah oui, c'est pour ça que c'est hyper important de travailler son logo, quoi. Même de l'afficher. Moi, je l'ai mis sur le site internet avec toute la recherche que j'ai faite autour.
Je trouvais ça hyper important. Après, j'ai vu un autre designer sur Internet qui disait que bon, on s'en fout de ta création de logo. Moi, je suis pas vraiment d'accord parce que c'est déjà d'une part, c'est la chose la plus difficile à faire pour moi. Hein. Je pense que voilà, c'est comme se juger, comme un entretien d'embauche. Comment se présenter, pour moi, c'est un enfer. Donc voilà, pour moi, faire mon logo, c'est un enfer aussi. Au final, ça s'est très bien passé et ça le fait, quoi. Il y a tu vas toujours tomber sur des personnes sur Internet qui sont mal intentionnées. De toute façon, c'est pas eux qu'il faut convaincre. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que la personne va raisonner avec ça. Donc oui, la personne qui veut faire appel à toi pour de la création de logotype, oui, ça va l'intéresser de savoir par où t'es passé. Après, il y a des détails peut-être sur lesquels la personne raisonnera moins, mais peu importe. La question, c'est toujours, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour ton client, ok. Et ça a du sens. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont comme toi, qui baignent dans le design graphique depuis quelques temps, qui ont peut-être besoin justement d'aller un peu plus loin, se sentir peut-être plus confiants dans leur approche du design de logotype? Qu'est-ce que tu leur dirais? S'ils sont designers aussi, si vous voulez prendre un bol d'air frais et apprendre des choses, être surpris aussi, faites la formation, quoi. Moi, pour moi, c'était au début, pour être honnête, hein, j'étais un peu sceptique. Je me dis, bon, ça se trouve, bon, il va peut-être pas y avoir. Je sais déjà plein de choses. Bon, je vais peut-être pas savoir des trucs supplémentaires, mais puis au final, voilà où on en est. Hein. Ça n'a rien à voir, quoi. Clairement. Super. Bah écoute, je te remercie, Paul-Alexandre, pour ton témoignage. Et puis, à tous les designers qui regardent cette vidéo, vous voyez qu'en tout cas, c'est totalement possible. Parfois, il suffit de peu de choses pour améliorer son design graphique. Parfois, on va avoir l'impression de tout réapprendre, mais il faut être prêt à le faire pour se mettre dans les bons rails. Quand on est comme Paul-Alexandre, on réapprend pas tout. On est justement juste sur cette petite chose en fait qui fait toute la différence. Parce qu'on a vu sur les planches que j'ai montrées tout à l'heure, parfois même le premier logotype, on a l'impression que ça marchait pas trop et finalement ce sont des petits détails qui font que le truc est juste extraordinaire. On est des fois à 3% de passer sur un truc waouh, qui fait le vrai effet waouh, et il faut juste pas passer à côté de ces choses-là. C'est l'histoire de rapport de masse, c'est l'histoire de gestion des pleins et des vides dans une typographie, c'est des histoires d'accords harmonieux entre les formes. Tout ça on apprend dans la formation, donc moi, je voulais juste réfléchir, faire le bon choix. Alexandre vous a tout dit. Et moi, je vous dis à très vite dans la formation potentiellement ou sur une prochaine vidéo. Et puis, pensez design comme d'habitude. Ciao.